La puanteur vous frappe d'abord. Une vague épaisse et cuivrée de sang ranci, de sueur et de peur, s'accrochant à l'air humide du tunnel. Vous êtes dans le noir, une obscurité suffocante, palpable, mais vous pouvez l'entendre. Un grondement sourd et guttural provenant de milliers de gorges, un son semblable à la mer en furie, qui monte et descend avec un rythme terrifiant. Le sable sous vos pieds nus est frais et humide, mais vous savez que dans quelques instants, il sera brûlé par le soleil et taché de toute autre chose que de l'eau. C'est l'instant juste avant que la grille ne s'ouvre en gémissant. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. L'homme qu'on appelle Crixus n'a pas toujours été Crixus. Autrefois, il avait un autre nom, un nom plus doux, murmuré par sa mère dans une langue de collines balayée par le vent et de forêts denses et anciennes. C'était un garçon d'une tribu du Nord, l'une des nombreuses que Rome, dans sa faim insatiable, avait réduite en poussière. Il se souvenait de l'éclat de l'acier dans la brume matinale, des cris de son peuple résonnant dans la vallée comme un glas. Il vit son père, un chef aux yeux de faucon, tomber sous l'avancée disciplinée et impitoyable des légionnaires. Ce n'étaient pas des hommes, ces Romains. C'était une machine de fer poli et de calcul froid. Le garçon, qui n'était pas encore un homme, fut emporté par la marée de la conquête, enchaîné avec des centaines d'autres, leur chagrin collectif formant un nuage silencieux et étouffant. La marche vers le sud fut un tourbillon de poussière, de soif et du bruit rythmé des chaînes. L'espoir, une bougie fragile et vacillante, s'éteignit à chaque mille qui passait, remplacé par une terreur sourde qui s'installa dans son estomac comme une pierre. Ils furent parqués comme du bétail, aiguillonnés par le bout des lances, les visages de leurs ravisseurs impassibles, voire ennuyés par la misère humaine qu'ils infligeaient. Il apprit sa première leçon de ce nouveau monde au cours de cette marche. Sa vie, son corps, son nom même, ne lui appartenaient plus. Ils appartenaient à l'Empire. En arrivant au cœur tentaculaire et chaotique de l'Italie, il fut vendu. Le marché aux esclaves était une cacophonie de langues, un tourbillon de désespoir et de commerce. Il se tenait sur un bloc de bois, entièrement nu, tandis que des hommes aux yeux froids et calculateurs tournaient autour de lui, pinçant sa chair, lui ouvrant la bouche de force pour inspecter ses dents comme s'il était un cheval. C'est là qu'il fut acheté par un homme nommé Batiatus, un laniste, un marchand de chair et de mort. Batiatus était un homme dont le sourire n'atteignait jamais les yeux, un pourvoyeur des fantasmes grotesques de la foule. Il ne vit pas un garçon, mais une matière première. Il vit un physique qui pouvait être endurci, un esprit qui pouvait être brisé et reforgé en quelque chose de profitable. Le garçon reçut un nouveau nom, Crixus, une marque brûlée au fer rouge sur son épaule et une épée de bois. Il avait cessé d'être une personne. Il était désormais un investissement, un futur spectacle de sang et de sable. La transition d'enfant libre de la forêt à esclave destiné à l'arène fut un démantèlement systématique de l'âme, une ingéniosité perverse de la cruauté conçue pour effacer toute trace de la personne qu'il avait été, ne laissant qu'un réceptacle pour la violence. Le Ludus, l'école de gladiateurs, était un creuset de douleur et de désespoir. C'était un univers autonome de routine brutale, gouverné par le fouet et le regard fixe des doctors, les entraîneurs. C'étaient souvent d'anciens gladiateurs eux-mêmes, des hommes qui avaient survécu à l'arène mais dont l'humanité avait été extirpée au passage. Ils étaient les ultimes exécuteurs du système, leur corps une carte routière de cicatrices, leurs âmes endurcies en quelque chose de semblable au granit. Les journées de Crixus commençaient avant l'aube, avec des exercices épuisants conçus pour développer les muscles et l'endurance jusqu'à ce que son corps crie à la pitié. Il apprit l'arithmétique sinistre de l'arène, l'angle précis d'un coup d'épée pour percer un poumon, la manière la plus efficace de sectionner un tendon, la poésie brutale d'un coup mortel parfaitement exécuté. Il s'entraîna avec le lourd scutum et le glaive du myrmillon, le filet et le trident du rétiaire, la sicca courbée du thrace. Chaque arme était l'extension d'une philosophie de la mort, un outil spécialisé pour un type spécifique de massacre. L'entraînement n'était pas seulement physique, c'était une reprogrammation psychologique. On leur apprenait à réprimer la peur, à ignorer la douleur, à considérer leurs adversaires non pas comme des hommes, mais comme des obstacles à leur propre survie. La camaraderie était un luxe dangereux. L'homme avec qui vous partagiez un maigre repas un jour pouvait être celui que vous étiez forcé de tuer le lendemain. Une entente glaçante et tacite existait entre eux, un lien forgé dans la misère partagée et la présence constante et menaçante de la mort. Batiatus, le laniste,
était le tyran dysfonctionnel de ce petit royaume violent. Il arpentait les terrains d'entraînement, ses yeux ne manquant rien, un simple mouvement de son doigt capable d'ordonner une flagellation pour une faiblesse perçue, un mot d'éloge, un trésor rare et convoité. C'était un maître de la manipulation psychologique, montant ses gladiateurs les uns contre les autres, favorisant des rivalités qui se traduiraient par des combats plus spectaculaires, plus rentables, dans l'arène. C'était un monstre, mais un monstre rationnel. Sa cruauté était une décision commerciale, chacune de ses actions calculée pour maximiser le retour sur ses investissements humains. Crixus apprit à enfouir le garçon qu'il avait été au plus profond de lui, à construire un mur de muscles cailleux et de fureur froide autour du souvenir fragile de son passé. Il devint ce qu'il voulait qu'il devienne, une arme, affûtée et prête. Le jour de son premier munus et premiers jeux officiels arriva comme un rêve fiévreux. Le rugissement du Colisée était une force physique, une onde sonore qui vibrait dans ses os. Poussé de l'obscurité du tunnel dans l'éclat aveuglant de l'arène, Crixus sentit la chaleur du sable à travers le cuir fin de ses sandales. L'échelle même de l'endroit était déroutante. Une cuvette de pierre gargantuesque grouillant de 50 000 spectateurs, une mer de visages tordus en un masque collectif de soif de sang. Haut dans la loge impériale, l'empereur lui-même était assis, une figure distante, presque mythique, l'arbitre ultime de la vie et de la mort. Le tyranne dysfonctionnel à la plus grande échelle, dont les caprices pouvaient dicter le sort des nations et le versement du sang d'un seul gladiateur. La procession d'ouverture, la pompa, était un défilé surréaliste d'hommes condamnés, marchant dans leurs armures polies, leurs visages figés dans des masques sinistres de détermination. Ils levèrent leurs armes vers la loge impériale et récitèrent le serment glaçant et fataliste. « Ave, impérator, morituri te salutant. Salut, empereur, ceux qui vont mourir te saluent. » Puis, le chaos commença. Le sable, autrefois immaculé, fut rapidement transformé en une boue brun rougeâtre. L'air se remplit du fracas de l'acier, des grognements des forts et des cris des blessés. L'adversaire de Crixus était un secutor massif, son visage caché derrière un casque lisse et sans traits. L'homme était une montagne de muscles et de rage, ses mouvements d'une rapidité surprenante. L'entraînement de Crixus prit le dessus, son corps bougeant avec un instinct qu'il ne savait pas posséder. Il para, esquiva, le lourd bouclier sur son bras un poids familier. La foule était une entité vivante, son humeur changeant à chaque coup. Elle rugissait son approbation pour une frappe bien placée, ses huées une cascade de mépris pour un moment d'hésitation. Il n'était plus un homme, il était un acteur dans leur théâtre sauvage. Il entrevit Batiatus dans les gradins, son visage un masque de concentration intense, calculant les cotes, les profits, les pertes, une ouverture soudaine, une feinte à gauche, une fente à droite. Le glaive de Crixus trouva sa cible, s'enfonçant profondément dans la chair sous le bras de son adversaire. Le secutor chancela, sa tête casquée se tournant lentement vers Crixus, un regard silencieux et interrogateur dans les fentes des yeux. Puis il tomba, le bruit de son corps en armure heurtant le sable, un bruit sourd et final. Une vague de nausée submergea Crixus. La foule explosa, une déflagration sonore assourdissante. Il avait survécu, il avait tué. Et pour cela, il l'aimait. La vie au Ludu entre les jeux était un étrange purgatoire. Les survivants recevaient une meilleure nourriture, des soins médicaux rudimentaires et l'attention fugace de femmes attirées par la sinistre célébrité de la reine. Mais c'étaient des conforts dorés dans une cage de mort. Le spectre du prochain munus planait sur eux tous, une ombre qu'aucune quantité de vin ou de plaisir temporaire ne pouvait dissiper. La camaraderie qui vacillait entre les gladiateurs était une chose fragile et complexe. Ils étaient des frères dans une damnation partagée, mais ils étaient aussi des adversaires potentiels, leurs vies mesurées les unes par rapport aux autres dans un jeu à somme nulle de survie. Ils partageaient des histoires, non pas de leur vie passée, c'étaient des fantômes qu'il valait mieux ne pas déranger, mais de l'arène, d'appels au secours et de coups mortels, un langage sombre et technique compris seulement d'eux. Crixus voyait le tribut psychologique gravé sur les visages des vétérans. Il voyait le regard hanté dans leurs yeux, la façon dont leurs mains tremblaient parfois, les éclairs de rage soudains et explosifs pour un affront insignifiant. C'étaient des hommes vivants sur le fil du rasoir, leurs esprits aussi marqués que leur corps. Le système était conçu pour les maintenir en déséquilibre, pour empêcher toute véritable solidarité de se former. Batiatus accordait des faveurs à certains, en punissait d'autres, ses actions semblant arbitraires mais toujours calculées pour semer la discorde. Il organisait des combats entre des hommes qui avaient noué des amitiés,
une forme de divertissement particulièrement cruel pour les connaisseurs des jeux. Crixus apprit à naviguer dans ce paysage social perfide, à garder ses pensées pour lui, à ne faire entièrement confiance à personne. Il devint un observateur silencieux, ses sens aiguisés par la menace constante de la violence, tant dans l'arène qu'à l'intérieur de la caserne. Il fut le témoin de l'érosion lente et inexorable de l'esprit humain, de la façon dont les hommes se perdaient progressivement, ne devenant guère plus que les caricatures brutales que la foule payait pour voir. La renommée qu'il commençait à acquérir lui semblait une moquerie. Des enfants jouaient avec des figurines en bois à son effigie, et de riches mécènes portaient un toast à ses victoires. Mais c'était une renommée bâtie sur des fondations de mort et de dégradation, un écho creux dans le vide immense de sa vie volée. Il était un objet célébré, un animal de prix, mais jamais, au grand jamais, un homme. L'empereur, un homme dont le nom était synonyme de cruauté capricieuse et dont les défaillances personnelles avaient métastasé en une psychose politique, exigeait des spectacles toujours plus élaborés et grotesques pour apaiser les masses agitées de Rome. Les jeux devinrent plus fréquents, les enjeux plus élevés, le carnage plus extravagant. Batiatus, en homme d'affaires avisé, y vit une opportunité. Il acquit un nouvel ensemble d'exotiques pour son ludu. Des lions des plaines brûlés par le soleil d'Afrique, des ours des sombres forêts de Germanie, et, plus terrifiant encore, une paire de crocodiles gigantesques des eaux troubles du Nil. Ceux-ci n'étaient pas destinés aux venations, les chasses aux animaux traditionnels. Il devait être opposé à ses meilleurs gladiateurs dans une démonstration tordue de l'homme contre la bête. Crixus fut choisi pour cet honneur. Le laniste le présenta comme un témoignage de son talent, une chance de gloire inégalée. Mais Crixus y vit ce que c'était, un pari à haut risque avec sa vie, un gadget sensationnaliste pour titiller un public blasé. Le jour où il affronta le crocodile fut différent de tous les autres combats. La bête était une terreur primitive, une relique d'un âge oublié de monstres. Ses yeux étaient des fentes froides et reptiliennes, sa peau une armure épaisse et écailleuse qui pouvait dévier un coup d'épée. La foule, habituellement une bête rugissante elle-même, se tut, une inspiration collective alors que l'énorme reptile était libéré dans l'arène. Il se déplaçait avec une grâce trompeuse et paresseuse, sa longue et puissante queue balayant le sable. Crixus, armé seulement d'une courte lance et d'un petit bouclier rond, ressentit une peur primale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas un homme qu'il affrontait, avec des mouvements et des faiblesses prévisibles. C'était une force de la nature, un moteur de violence pure et irréfléchie. Il tourna autour de lui, son esprit courant, essayant de se souvenir des maigres conseils que les docteurs lui avaient donnés. Les yeux, avait-il dit, ou le ventre mou. Les deux semblaient des cibles impossibles. Le crocodile se jeta en avant, ses mâchoires massives se refermant avec un son semblable à la chute du nerf, manquant sa jambe de quelques centimètres. La foule haleta. Ils pouvaient sentir leur excitation morbide, leur faim d'une faim spectaculaire et sanglante. Il était leur sacrifice au dieu du spectacle. À cet instant, quelque chose changea en lui. La fureur froide et disciplinée qu'il avait cultivée pour survivre fut remplacée par une rage ardente, une haine non pas pour la bête devant lui, mais pour les milliers d'yeux qui regardaient, pour l'empereur dans sa loge, pour Batiatus, pour tout le système pourri et imbibé de sang qu'il avait mené à ce point. Le combat avec le crocodile devint une légende, murmurée dans les tavernes et les thermes de Rome. Crixus avait survécu grâce à une combinaison d'agilité désespérée et d'une chance purement obstinée. Il avait réussi à enfoncer sa lance dans l'œil de la créature, un moment de douleur aveuglante pour la bête qui lui donna l'ouverture pour infliger une blessure mortelle à sa gorge. Il s'était tenu au-dessus du cadavre tressaillant, son corps trempé de sueur et de sang de reptile, et n'avait pas levé la main vers la foule. Il s'était contenté de regarder fixement, son regard balayant la foule rugissante avec un mépris glacial qui leur échappait. Il ne voyait qu'un champion, un héros qui avait vaincu un monstre. Sa renommée, déjà considérable, explosa. Son image était partout, sur des mosaïques, sur des poteries, sur les murs des lupanars. De riches matrones lui envoyaient des cadeaux coûteux et des invitations scandaleuses. Il était la coqueluche de Rome, une incarnation vivante de la vertu martiale qu'ils admiraient tant, mais qu'ils pratiquaient si rarement eux-mêmes. Mais la victoire était creuse. Elle ne le rapprochait pas de la liberté, ni ne lui offrait de répit face au vide rongeur qui le consumait. En fait, elle rendit sa cage plus petite, plus dorée, mais une cage néanmoins. Batiatus, nageant dans les profits du spectacle, traitait Crixus avec un nouveau respect possessif.
Il n'était plus seulement un atout de valeur. Il était un chef-d'œuvre, un témoignage du génie du laniste pour créer des champions. Il était exhibé lors de banquets, forcé de se tenir muet et impassible, pendant que des sénateurs et des aristocrates ivres discutaient de son physique et de ses victoires, comme s'il était un étalon de prix. Il apprit à porter un masque d'indifférence, une toile vierge sur laquelle il pouvait projeter leurs fantasmes de force et de courage. À l'intérieur, cependant, un feu lent s'était allumé. Il commença à voir les fissures dans le système, la peur qui sous-tendait l'arrogance de ses maîtres. Il voyait la façon dont ils le regardaient, un mélange d'admiration et d'une terreur profonde de la violence qu'ils avaient cultivée. Il était leur création, mais il était aussi leur cauchemar. Il commença à écouter plus attentivement les murmures parmi les autres gladiateurs, les rumeurs sur Spartacus, le Thrace qui avait mené une rébellion des décennies plus tôt, un nom qui était à la fois une inspiration et une mise en garde. L'acte de rébellion ne fut pas un geste grandiose et héroïque. Ce fut une chose petite, presque imperceptible. Il commença par un refus. Un riche sénateur, un homme connu pour ses fêtes décadentes et ses caprices cruels, avait demandé Crixus pour une exhibition privée dans sa villa. Ce n'était pas un combat à mort, mais une démonstration pour l'amusement de ses invités. C'était une pratique courante, un moyen pour l'élite d'observer de près la violence qu'elle adorait tant, sans la poussière et la puanteur de l'arène publique. Batiatus, désireux de s'attirer les faveurs du puissant sénateur, accepta volontiers. Mais lorsque le laniste vint annoncer la nouvelle à Crixus, le gladiateur, pour la première fois, dit non. Le mot, prononcé à voix basse, resta suspendu dans l'air entre eux, chargé d'un poids impossible. Batiatus en resta muet de stupeur. C'était impensable. Un gladiateur ne refusait pas. Ils étaient une propriété. Des outils à utiliser comme leur propriétaire le jugeaient bon. Le visage du laniste, habituellement un masque de calcul rusé, se tordit en un masque de pure fureur. Le refus n'était pas seulement un acte de défi, c'était une menace pour le fondement même de son autorité, pour l'ordre naturel de son monde. La punition fut rapide et brutale. Crixus fut flagellé, jusqu'à ce que la peau de son dos soit une tapisserie à vif et sointante de douleur. Il fut affamé, enchaîné dans une cellule sans lumière, son corps endolori, son esprit poussé à la limite. Mais il ne céda pas. Dans sa solitude obscure, il s'accrocha à ce simple mot « non », comme à un trésor précieux et secret. C'était le premier choix qu'il avait fait pour lui-même depuis le jour où son village avait brûlé. C'était la réclamation d'une minuscule, infinitésimale partie de sa propre âme. La nouvelle de son défi se répandit dans le Ludu comme une traînée de poudre. C'était une étincelle dangereuse dans une poudrière de ressentiment. Les autres gladiateurs le regardèrent avec un nouveau genre de respect, une admiration craintive. Il avait fait ce dont ils rêvaient tous mais n'osaient jamais faire. Il leur avait rappelé que sous les marques et les cicatrices, ils étaient encore des hommes. Batiatus, malgré toute sa ruse, avait commis une erreur critique. En essayant de briser Crixus, il en avait fait par inadvertance un symbole, un martyr. Le laniste ne pouvait pas tuer son atout le plus précieux, mais il ne pouvait pas non plus laisser le défi impuni. Un autre type de punition fut conçu, une qui était à la fois une leçon pour les autres gladiateurs et une dernière, cruelle torsion du couteau pour Crixus. La punition ultime, l'affirmation finale du pouvoir absolu du système, devait être infligée dans l'arène, l'endroit où Crixus avait forgé sa renommée non désirée. Batiatus, avec un sens du spectacle caractéristique de son métier, organisa un match spécial. Ce n'était pas contre un autre homme, ni contre une bête sauvage. Crixus devait affronter Gannicus, le seul homme du Ludus qu'il considérait comme un ami. Gannicus était un Celte, un guerrier d'une immense habileté et d'une dignité calme et mélancolique. Ils s'étaient entraînés ensemble pendant des années, s'étaient sauvés la vie l'un l'autre dans les mêlées chaotiques des combats de groupe, et avaient partagé d'innombrables coupes de vin bon marché dans les heures tranquilles de la nuit. Le leur était un lien forgé dans le creuset, une compréhension silencieuse qui allait au-delà des mots. L'annonce du combat fut accueillie par un silence stupéfait dans la caserne. C'était une perversion grotesque de leur monde, une nouvelle profondeur de cruauté. Forcer deux amis à se battre jusqu'à la mort n'était pas seulement un spectacle, c'était un message. C'était une démonstration qu'aucun lien, aucune loyauté, aucune parcelle de connexion humaine n'était sacrée. Tout pouvait, et serait, sacrifié sur l'autel des jeux. Le jour du combat, les deux hommes se firent face sur le sable blanchi par le soleil. Ils ne parlèrent pas. Il n'y avait rien à dire. Ils pouvaient voir dans les yeux de l'autre la tragédie partagée de leur situation
la fin amère de leur étrange et violent voyage. La foule rugissait, inconsciente du drame humain qui se jouait devant elle. Elle ne voyait que deux champions célèbres, un combat de rêve. Elle aspirait à la poésie d'une mort noble, au frisson de voir un héros en vaincre un autre. Le combat, quand il commença, fut un chef-d'œuvre d'art létal. C'était une danse de la mort, chaque homme anticipant les mouvements de l'autre, leurs compétences parfaitement assorties. Ils ne se battaient pas avec la fureur sauvage de leur bataille précédente, mais avec une précision sombre et réticente. C'était une conversation dans le langage de l'acier, un dernier et tragique adieu. À la fin, un simple et momentané manque de concentration fut tout ce qu'il fallut. Crixus, le cœur une pierre froide et lourde dans sa poitrine, vit l'ouverture. Il aurait pu se retenir. Il aurait pu permettre à Gannicus la victoire finale. Mais, dans la logique tordue de l'arène, le faire aurait été l'insulte suprême. Le seul honneur qu'il leur restait était de se battre et de mourir, comme les guerriers qu'ils avaient été forcés de devenir. Sa lame trouva sa cible. Gannicus tomba, un air de surprise, et peu, être même de gratitude, sur son visage. Crixus se tenait au-dessus du corps de son ami, le rugissement de la foule un bruit distant et dénué de sens. Il avait gagné. Il avait survécu, et il ne s'était jamais senti aussi seul, aussi totalement et complètement vaincu. La victoire sur Gannicus fut la dernière de Crixus. La lumière dans ses yeux, le feu qui avait été allumé par son petit acte de défi, s'était éteint. Il était devenu le gladiateur parfait, une machine à tuer sans faille, mais l'homme qu'il avait été autrefois, le garçon des forêts du Nord, était maintenant vraiment mort, enseveli sous une montagne de cadavres. Il traversa ses journées dans un brouillard de routine creuse, ses victoires dans l'arène devenant de plus en plus faciles, de plus en plus dénuées de sens. Il était un fantôme hantant le ludu, un monument vivant au triomphe ultime du système. Sa fin ne vint pas de la manière spectaculaire que les foules auraient pu espérer. Il n'y eut pas de bataille finale et épique contre un ennemi légendaire. Elle arriva un après-midi anodin, dans un menu standard contre un jeune gladiateur terrifié de Germanie qui rappela à Crixus, juste un instant fugace, lui-même. Pendant le combat, Crixus s'arrêta tout simplement. Il abaissa son épée, son bouclier, et resta debout, attendant. Le jeune Germain, déconcerté et effrayé, hésita. La foule, sentant une accalmie dans l'action, commença à huer. L'empereur, agacé par l'interruption de son divertissement, fit un geste subtil. Un garde prétorien, l'un des exécuteurs toujours présents de la volonté impériale, leva un arc. Une flèche, rapide et silencieuse, traversa le sable et se logea dans la poitrine de Crixus. Il tomba sans un bruit, le visage tourné vers le ciel, les yeux vides. Sa mort ne fut pas une tragédie pour les spectateurs. Ce fut un inconvénient, une brève pause dans les festivités sanglantes de la journée. Son corps fut traîné hors de l'arène sans cérémonie, laissant une traînée sombre sur le sable, qui fut rapidement ratissée, prêt pour l'acte suivant. L'histoire du gladiateur est un sombre miroir tendu à la société qu'il a créée. C'est une histoire de déshumanisation systématique, de la marchandisation de la vie humaine au nom du divertissement. Des hommes comme Crixus étaient des victimes, piégés dans une machine de cruauté implacable à laquelle il n'y avait aucune échappatoire. Leur vie témoignait de l'ingéniosité perverse d'une civilisation capable de produire des œuvres d'art et de philosophie, à couper le souffle tout en se délectant du massacre systématique de son propre peuple. Le Colisée, ce symbole durable de la grandeur romaine, n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, c'est un monument à une maladie morale profonde, un lieu où les cris des mourants étaient la bande sonore d'un passe-temps national. Nous y repensons avec un mélange de crainte et d'horreur, peut être en nous rassurant que nous avons évolué, que nous sommes plus civilisés, mais les échos de l'arène résonnent encore. L'appétit insatiable du public pour le spectacle, le frisson par procuration du conflit, la déshumanisation de ceux que nous considérons comme autres ne sont-ils pas encore présents, bien que sous des formes différentes, plus aseptisées? Le gladiateur, en fin de compte, est plus qu'une simple figure historique. Il est un archétype intemporel, un symbole de la lutte de l'esprit humain contre une force écrasante et oppressive. Sa tragédie n'est pas seulement qu'il a été forcé de tuer, mais qu'il a été forcé de devenir un tueur, son identité dépouillée et remplacée par une caricature de la violence. Sa vie fut un témoignage horrible du prix de l'Empire, un coup humain écrit dans le sang et le sable, une sombre réflexion philosophique sur les ténèbres qui peuvent se cacher au cœur des civilisations même les plus magnifiques.